Il est temps pour l'armée révolutionnaire de bouger et la bataille commencera à l'arrivée des chevaliers divins, dont un ressemble étrangement à Shanks. Nani? Bizarre. Peut-être un clone de Shanks, peut-être le frère perdu de Shanks, Shanks, celui qui a perdu l'autre bras, peut-être, ou même, pourquoi pas, juste Shanks, le traître. Tout ça, on en parle. Mesdames et messieurs, ici Chad et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1083 de One Piece, la vérité sur ce jour. Et déjà, c'est vrai, c'est juste incroyable d'avoir attendu peut-être 180 chapitres, plus de 4 ans, pour enfin découvrir ce qu'il s'est passé à la rêverie. Et bien sûr, on pourrait féliciter Oda d'avoir éloigné ça dans le temps, mais surtout, je tiens à vous féliciter, vous, bien entendu, parce que franchement, on est chaud quand même, avoir tenu autant de temps à chaque fois, alors qu'Oda nous met mal, il nous fait souffrir et il y prend du plaisir. J'en suis sûr. On est vraiment fort. Ah, clairement, on est très très bon. Et donc, voilà, la page d'ouverture de ce chapitre, la cover de ce chapitre, sur un Doflamingo qui va utiliser son manteau comme nid pour un poussin. Malheureusement, c'est juste une requête et c'est pas une mini-aventure. Et je vais pas vous mentir. Ok, j'aime bien les pigeons et compagnie. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé une mini-aventure sur Doflamingo. Surtout que les dernières mini-aventures, c'était sur les Mads et leur reformation. Donc ça va avoir une importance énorme par la suite dans One Piece pour avoir des armes qui vont sortir de partout, bien sûr du côté des pirates, mais là, c'est vrai que si on avait une mini-aventure sur Doflamingo, purée, ça m'aurait fait un grand sourire, puisqu'on aurait pu le voir sortir d'Impel Down, même si je suis sûr que c'est Buggy qui va le libérer pour former un équipage d'ex-Shichibukai avec Bon Clay en prime. Bref, donc, commençons directement avec le gros sujet de ce chapitre, les révolutionnaires et l'attaque de Marijoa, pour ensuite parler du clone de Shanks. Oui, t'inquiète pas, ça c'est la grosse théorie qu'on va aborder et bien entendu, donc on se retrouve là où on avait laissé les personnages, Sabo qui va raconter à Ivankov et donc Dragon tout ce qui s'est passé à la rêverie. Il se trouve sur l'île que d'étraves et c'est vrai, ça fait un moment qu'on le dit, mais l'arc d'Egghead est peut-être un des meilleurs arcs de One Piece. Tout ça parce que toute l'écriture d'Oda arrive à un point culminant, celui où tout le monde entier est en train de bouger. Chacun des événements va avoir des répercussions énormes, tout le monde est en mouvement et bien sûr, ça fait penser à Shao Body qui étaient les prémices de Marineford et la prémisse de la guerre finale avec l'arc d'Egghead où on suit plein de personnages à travers le monde. Le monde de One Piece va juste trembler et 3 objectifs ont été atteints pour l'armée révolutionnaire et c'est donc une réussite cette rêverie pour eux de leur côté étant donné que d'abord ils ont libéré Kuma même s'ils l'ont reperdu par la suite donc c'est un petit peu pourri. Quelle indignité. Ensuite, ils ont déclaré la guerre au gouvernement mondial puisqu'ils ont détruit leur symbole. Je sais pas si c'était exactement ce symbole-là qu'on voit sur un bâtiment qui ressemble à une genre de patte, mais plus peut-être à une flèche dirigée vers le bas, ce qui fait penser à l'attaque sur Lulusia. Donc peut-être que leur symbole, c'est cette arme qui permet de détruire un pays entier, de l'éradiquer de la surface du monde. Surtout que ça fait penser à des flèches et comme le nom de la technique de Doflamingo le montrait, peut-être qu'il y a toute une histoire de flèches divines et compagnie. Ouais, blablabla, on verra bien. Et j'ai vu des personnes dire ici et là, et je ne citerai pas de personnes en particulier parce qu'ils devraient avoir honte. Nicolas. Dire que c'est pas grand chose vu que Luffy a déjà posé justement une déclaration de guerre face au gouvernement mondial. Mais Dragon, là, l'armée révolutionnaire a quand même fait un truc énorme. Je vous rappelle qu'ils n'étaient pas n'importe où. Ils étaient à Marijoa, normalement endroit imprenable. Et ils sont venus sur la terre des Tenryubito pour leur déclarer la guerre. C'est pour te dire à quel point ils sont juste tarés. Les pirates n'osent même pas toucher un Tenryubito et eux, ils sont arrivés et ils ont commencé à tout fracasser chez eux. Oui, ce que cherchait Dragon, on le sait tous, c'était l'humiliation. Quelle humiliation! Et surtout provoquer une situation de siège à Marijoa où les Tenryubito sont donc enfermés. Peut-être qu'ils vont ressentir la tristesse, la pauvreté, la faim même des peuples qu'ils oppriment depuis bien longtemps. Ça fait un petit peu plaisir à Ivankov. Donc peut-être que lui aussi a subi ça par le passé ou elle aussi. Encore une fois, je ne connais pas son genre et je ne sais pas et je ne veux pas savoir cet homme ou cette femme
est beaucoup trop changeant pour moi. Je ne suis pas un homme. Ils ont détruit les réserves de nourriture et alors que normalement ils avaient appelé 12 pays à se rebeller, seuls 7 restent encore sur le tas et sont prêts pour une rébellion étant donné que un a été détruit, bien entendu l'Ulusia. Donc ça y est, ça va commencer à bouger dans le monde entier. Des pays qui refusent de payer des taxes, des révolutionnaires qui ont détruit les bateaux d'approvisionnement du gouvernement mondial et donc il n'y a plus de ressources qui devraient arriver à Marijoa. Et ça c'est juste génial, voir que peut-être que Marijoa est impénétrable, mais voilà, il suffit de les couper, de les isoler, s'ils sont si bien protégés. Et ça, franchement, je trouve ça rafraîchissant de voir ça dans One Piece. Un petit peu de stratégie militaire, ça même dénote du côté pirate en fait, où ils foncent dedans, et certes ils font des plans, comme on a pu le voir lors du raid d'Onigashima, attaqué par derrière, sur le côté et compagnie, mais là c'est bien plus militairement intéressant de faire un siège chez les Tenryubito, et si One Piece ça devient ça, surtout du côté des révolutionnaires, qui prévoient cette révolution depuis longtemps, ah bah oui, moi j'achète, hein, je prends. J'aime bien. Mais comme l'annoncera Dragon, leur vrai combat arrivera quand ils seront face aux chevaliers divins, lorsqu'ils vont commencer à bouger, et Sabo sera la cible numéro 1. Ça, on le note, bien entendu, mais bien sûr, t'as Dragon qui va nuancer un petit peu tout ce qui est en train d'arriver, parce que même si Sabo est vu comme un héros, étant donné qu'il a abattu un roi, Dragon le sait bien, certains rois étaient bons, comme le roi d'Alabasta, mais de toute manière, ça y est, ils sont partis, la flamme de la révolution est dans les cœurs, et ils comptent bien l'utiliser. Et je trouve que ça pourrait amener à un développement super intéressant, avec un conflit d'intérêts entre Luffy et Sabo, si Luffy apprend que Cobra a été tué par Sabo, et que même Sabo et l'armée révolutionnaire s'en vantent, il pourrait y avoir une embrouille entre les deux, et c'est quelque chose que j'attends depuis longtemps en fait, un petit peu plus de conflit d'intérêts entre les personnages qui sont amis nakama dans One Piece, ou juste même frères. Donc voilà, personnellement ça me fait énormément plaisir de voir les révolutionnaires enfin bouger. On connaissait les personnages et les voir justement utiliser de la stratégie militaire plutôt que juste une attaque frontale. Ça fait vraiment la différence avec de simples pirates, et je trouve ça juste génial pour cette première partie du chapitre. Et maintenant parlons de ces chevaliers divins, mais juste avant ça, n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire sur tout ça et sur la théorie que je vais t'évoquer, même si je vais la débunker, mais c'est pas grave, et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et ça y est, on y est, les chevaliers divins dans One Piece. Apparemment, ils seraient 9. Évacue le sujet tout de suite, mais certaines personnes trouvent que ça fait trop, même s'ils ont été évoqués au chapitre 1054 par Akainu. Bien sûr, c'est une faction qui arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, donc certains trouvent que c'est un petit peu abusé, qu'il y a des mecs qui sortent un petit peu de n'importe où, alors qu'il y avait le CP0 pour les affaires un petit peu en soum-soum, mais peut-être qu'ils ont un tout autre rôle, voilà, gérer les gens qui payent pas leurs impôts, oui. Ah, je sais que les mecs qui ont dépassé 25 ans, là, ils sont en sueur, là. Rien qu'en entendant chevalier divin, impôt, là, ils commencent à flipper. Te paierais si j'avais assez. Mais j'ai pas les gens. Ouais, le monde de méchants. Personnellement, moi, cette nouvelle faction, elle me dérange pas du tout, et je trouve ça même mieux en termes d'équilibre des forces pour l'univers de One Piece, étant donné que là, tout le monde va commencer à bouger, et si la marine a peut-être une chance avec le gouvernement mondial d'arrêter les pirates, ce serait grâce à des forces supplémentaires. Parce que, ok, les amiraux sont là, les séraphins sont là, mais peut-être que ce ne serait pas suffisant face, par exemple, au Katianko. Oui, bien évidemment. Et je sais pas pour vous, mais moi, entendre parler de chevaliers divins, ça me fait énormément penser à Eneru, avec justement ces hommes qui combattaient les Chandia, et peut-être qu'au final, comme de nombreuses théories le disaient, Skypiea, c'était un microcosme à plus petite échelle, la guerre qui se passerait à la fin de One Piece, avec Kim-sama à la place d'Eneru et les Mugiwara en mode ils vont se battre et aider, mais sans directement faire partie d'un réel groupe, avec les révolutionnaires qui seraient aussi peut-être liés aux Chandia, même symboliquement, vu que Dragon il a des tatouages et compagnie, et qui combattraient ceux qui sont divins entre guillemets. Bref, parlons de ces clones, puisque bien entendu, ce qui a frappé l'univers, la sphère One Piece, c'est de voir que ces silhouettes ont des formes qui font
penser à d'autres personnages et surtout une selle centrale qui fait penser à Shanks. Rien n'est laissé au hasard, que ce soit le manteau, bien sûr la coupe de cheveux, mais surtout l'arme, parce que s'il y a bien une chose iconique chez Shanks, c'est sa lame griffon. Donc bien sûr la première possibilité c'est de considérer Shanks comme une poucave, un gros traître, comme on l'a vu parler au Gorosei il y a de cela bien longtemps. Pour protéger l'ambition de Roger, il fallait garantir un équilibre du monde et jusque là il travaillait avec le gouvernement mondial pour le garder. On peut l'imaginer assez facilement. Donc deuxième possibilité, ce serait que ce soit un frère jumeau de Shanks, parce que c'est vrai que Shanks a été trouvé un petit peu par hasard par Roger. Donc sait-on jamais, peut-être qu'il vient vraiment d'une famille de dragons célestes, étant donné que justement il a été trouvé à l'endroit où Rox est tombé, à l'ancien quartier général des Tenryubito. Donc voilà, peut-être fait-il partie d'une famille ancienne de Tenryubito et que son frère est resté et est devenu un chevalier divin. Et on va pas se mentir, le nom de son attaque, départ divin, ok, c'est l'attaque de Goldie Roger, mais ça fait aussi très dragon céleste, non? Non, non. Non. Non mais encore une fois, là ça part un petit peu loin. Et bien sûr, on est obligé de parler du fait que possiblement ce soit des clones de personnages et que donc ce serait un clone de Shanks qu'on verrait à cet endroit précis. C'est une théorie populaire assez vieille en réalité, puisqu'au bout d'un moment, Oda avait oublié de dessiner la cicatrice de Shanks lors d'un tome, ça a été corrigé, mais il y a eu cette théorie qui a émergé. Est-ce que il y aurait un autre Shanks? Et Oda en a joué pendant les interviews en faisant des petites blagues à ce sujet-là, donc voilà, sait-on jamais. Surtout que quand il a parlé au Gorosei, on ne voyait pas sa cicatrice. Ça expliquerait bien sûr beaucoup de choses, comme pour les autres théories. S'il y a une autre personne qui ressemble à Shanks, que ce soit son frère ou même un clone, ça pourrait expliquer comment ça se fait qu'il était là pour arrêter Kaido et qu'il est arrivé aussi vite à Marineford. Et donc, est-ce que Shanks serait un clone, alors que bien sûr, le thème peut-être de cet arc nous montre énormément de clones, puisqu'on est dans Clone Peace! Avec bien entendu les séraphins qui ont été introduits par le Dr Vegapunk, mais si on a appris que par le passé ils avaient une technologie supérieure même à la technologie actuelle, alors peut-être que cette technologie a été gardée par le gouvernement mondial pour cloner des personnes depuis bien longtemps, ou ça se trouve que c'est juste Vegapunk qui l'a fait, mais voilà, en plus les silhouettes semblent étrangement familières, on en voit une qui semble avoir un chapeau de cow-boy, donc sait-on jamais, peut-être Big Mom à son prime quand elle était jeune, des cornes, donc peut-être Kaido, peut-être que ce serait juste des clones des Yonko et donc des plus forts personnages qui n'aient jamais existé dans One Piece. Et tu sais ce qui me fait rire, c'est d'imaginer que cette semaine, tu vas voir, il va y avoir des personnes qui vont faire des vidéos de 30 minutes juste pour te parler de leur puissance à ces chevaliers divins alors qu'on n'a absolument rien du tout. On sait juste qu'ils ont une silhouette, ok, ils ont une forme plus ou moins humanoïde, mais t'inquiète pas, ils vont les placer dans leur tier list, ils vont faire ouais, ils sont en S parce qu'ils sont plus forts que des amiraux, je sais pas quoi. Pour l'instant, on ne sait rien. On entendra beaucoup de bruit, mais ce ne seront que des théories. Et d'ailleurs, c'est là où je suis peut-être un petit peu contre cette théorie de clone de Yonko, même si ce serait ultra hypant et qu'on pourrait le voir du côté des séraphins. En tout cas, s'il y avait 9 clones de Yonko, ça ferait un petit peu beaucoup. Et même, est-ce que tu verrais Dragon se lancer dans une guerre face à 9 Yonko? Je ne pense pas, je ne pense pas. Je pense qu'il est peut-être un petit peu plus sensé que ça, parce que sinon il aurait dû trouver d'autres alliés. Parce que Ivankov, j'ai confiance en lui, elle, je sais toujours pas. Mais c'est chaud. Là, il n'y aurait vraiment plus aucun équilibre des puissances dans le monde de One Piece, et c'est pour ça que je suis pas forcément fan de tout ça. Mais bon, bref, on verra bien. Très personnellement, scénaristiquement, je trouve ça plus intéressant que Shanks ait ce côté un petit peu traître plutôt que ce soit juste un clone, mais on verra. Ça rendrait le personnage un petit peu plus intéressant à suivre. Il y en a qui pensent aussi que les chevaliers divins sont des clones de son équipage, ou même des clones des Rox, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément retrouvé le corps de Rox d'Ixebek, enfin on sait pas où il est. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ça en commentaire. Dans tous les cas, les silhouettes dans One Piece, encore une fois, ça ne veut rien dire. Plein de personnages ne ressemblaient pas à leur silhouette et l'histoire aurait pu être encore une fois complètement différente si lui avait été Kaido. Et on sait tous qu'au final on découvrira que cette personne est Gildarts. Voilà, j'ai terminé. Et
donc terminons cette review du chapitre en parlant de ce qu'il s'est passé ce jour-là, donc très exactement lors de la rêverie, là où les amiraux ont peut-être montré qu'ils étaient peut-être un petit peu trop faibles. Ça y est, je les vois critiquer ici et là, et il est temps un petit peu de les défendre. Déjà, je trouve que l'attaque de Marie-Joie est extrêmement bien réussie de la part d'Oda. C'est vrai que les scènes de panique, il arrive vraiment bien à les retranscrire, surtout avec des visages aussi expressifs que ceux des dragons célestes, qui ont, encore une fois, des visages tous, chacun, dégueulasses. Ouais, Oda est vraiment fort pour faire ça. Surtout, palme d'or à celui qui a des dents de castor plus coupe au bol. C'est gagnant, ça. Nicolas. Et bon, tu les vois toujours aussi insupportables à utiliser des esclaves comme pirates, ou en tout cas, juste à utiliser des personnes comme si c'était simplement des objets, et ils vont être libérés par Karasu, donc membre de l'armée révolutionnaire, un des généraux, celui, peut-être, personnellement, pour moi, le plus badass qui se bat avec ses corbeaux. Et on apprendra qu'il a le fruit de la suie. Est-ce que c'est un logia? Possiblement, étant donné que même quand on lui tire dessus, bah ça ne lui fait pas grand chose, il est intangible. Mais bon, vu ce qui se passe avec l'éveil des paraméciens, maintenant on n'est plus sûr de rien. Je vais pas te mentir, maintenant je sais plus qui est un paramécien et qui est un logia. Je sais pas pour toi, mais est-ce que ça fait une si grosse différence que ça, maintenant, paramécien, logia? Moi, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Je te laisse voir ça de ton côté et en parler en commentaire. Mais bon, c'est vrai que le fruit de la suie, ça marche assez bien, étant donné que ça fait charbon, charbonner, travailler à la mine, donc être exploité. Voilà, tout simplement. Et pour quelqu'un qui se bat contre le gouvernement, alors ça marche. Et Morlaix aussi va affronter un amiral, alors que Karasu affronte Fujitora, dont on ne verra pas la capacité. Alors, Morlaix, lui, réussit à poignarder Aramaki, et ils ne peuvent pas se donner à fond. Et c'est ça qui est super important. C'est pour ça que arrêtez de rabaisser les amiraux pour rien. Certes, quand Aramaki a fui Shanks et a commencé à crier les bras en l'air, là, il n'y avait rien à dire. On ne pouvait pas défendre les amiraux. C'était littéralement honteux. Quelle humiliation. Mais là, un petit peu de retenue. Non, on nous dit très bien qu'à Marie-Joie, ils ne peuvent pas se battre à fond, surtout qu'ils ont des fruits qui peuvent transformer carrément une île tout entière. Donc ça semble assez logique. N'oublions pas de noter le côté assez ambivalent de Fujitora, qui proposera de lâcher une météorite sur cet endroit parce qu'il s'en fout littéralement de tout. Et j'aime bien ce type, hein. Franchement, je sais même pas pourquoi il est pas encore chez les Swords. Et je me permets un petit aparté avant de conclure. Je voulais répondre à une critique qui revient assez souvent, comme quoi les chapitres sans les Mugiwara sont juste mieux que les chapitres avec l'équipage. Et c'est vrai que dans un certain sens, donc on voit l'intrigue beaucoup plus avancée du côté des personnages secondaires. Et ça, c'est tout à fait normal, parce que Oda, il n'a pas cette vocation à s'arrêter sur chacun des personnages. Et il doit aller peut-être plus vite en termes de rythme avec les personnages secondaires à l'œuvre. Mais je pense que c'est une erreur de forcément considérer que c'est mieux, étant donné que, bien sûr, c'est bien de voir les personnages avancer, et on a l'impression que ça va beaucoup plus vite. Mais ce qui fait la force des grands moments de One Piece, de l'équipage des Mugiwara, de la fidélité de Zoro, des sauvetages de Sanji et de la force de Luffy, c'est que ça dure dans le temps. Il met énormément de temps à préparer les actions de ses personnages principaux, et c'est ça qui les rend tout à fait épiques. Donc oui, certes, parfois c'est long avec les Mugi, mais c'est d'autant plus plaisant quand on arrive à la fin. Et voilà, justement, heureusement qu'on a des choses qui avancent un peu plus vite de l'autre côté. Je trouve que niveau équilibre, on est plutôt bon. Et surtout là, si on voit beaucoup plus de choses du côté où ça avance vite. Bref, je suis d'accord, les chapitres sans les Mugi sont juste excellents. Mais ceux avec eux sont aussi excellents. Mais c'est juste que ça se fait sur la durée. Bref. Arrivons à la fin de ce chapitre. Puisqu'en réalité, ce chapitre a beau nous promettre des réponses, le mystère reste entier. L'homme qui a goûté le pain de Luffy recherche Shirahoshi, Bonnie, elle, recherche son père, et alors que le roi Cobra rencontre le Gorosei, il demande à ses hommes de surveiller sa fille, comme s'il savait qu'il allait mourir. Et le chapitre a beau se nommer La vérité sur ce jour-là, je trouve qu'on n'apprend pas grand-chose. Bien sûr, on savait que les amiraux interviendraient lorsque les révolutionnaires ont décidé d'attaquer Marie-Joie, mais le mystère est proche, il va être révélé. Im-sama a dû directement intervenir. Comme d'habitude avec le jeu de l'auteur, les chapitres sur la vérité amènent moins de réponses que de questions. Et que ce soit pirate ou révolutionnaire, il est temps pour Oda de montrer le plan de chacun, d'apporter des réponses. Car le grand jeu pour le contrôle de ce monde arrive à sa fin et que nous sommes dans la saga finale de One Piece où chacun devra dévoiler ses cartes.